Alors, c'est vraiment d'actualité quand on parle de la mémoire de nos martyrs, puisque, en fait, il y a plusieurs années cela, mais particulièrement au mois de février, lorsque j'ai voulu rencontrer le BAPAGE, donc j'ai eu l'occasion de lui proposer un dossier concernant la canonisation. Vous savez qu'on en avait parlé déjà en conférence, des victimes du génocide, des victimes arméniennes. Et nous avons constaté que c'est un dossier qui a été accepté par l'Église apostolique particulièrement, puis après peut-être par les autres églises, on verra. Et donc il y a une quinzaine de jours de cela, au moment d'un colloque, l'Église apostolique arménienne a canonisé les victimes du génocide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire canoniser en fait? Pourquoi on a fait cette demande? Qu'est-ce qu'on a de plus ou qu'est-ce qu'on a de moins? En fait, dans notre approche un petit peu philosophique, il y a l'approche matérielle et juridique du génocide, et puis il y a l'approche un petit peu spirituelle quand même. Dans l'approche spirituelle, il faut savoir que nos victimes, donc depuis près d'un siècle, n'ont jamais été, sont présentées comme des martyrs, mais ça n'a jamais été officialisé. D'accord? Donc, de présenter comme des martyrs, de canoniser des victimes du génocide, c'est-à-dire en fait nos parents, ça permet de leur donner un sens à leur sacrifice. Donner un sens à leur sacrifice, ce sont des mots qu'on n'employait pas avant. C'est-à-dire qu'ils étaient morts à cause du crime de génocide. Mais donner un sens au sacrifice, ça permet et ça permettra aux futures générations de comprendre pourquoi ils sont morts. Ou en tout cas, si ces gens-là sont morts, ils sont morts pour que nous puissions aujourd'hui poursuivre le combat, poursuivre la lutte et défendre nos droits. Et c'est dans cet esprit-là et dans ce sens-là que nous avons fait cette requête. C'est-à-dire, quand Maître Krikorian défend les droits des survivants et des rescapés, aujourd'hui, par la canonisation, par la martyrisation des victimes du génocide, il sait que ces victimes-là ne sont pas mortes pour rien. Et ça nous, au niveau du sens qu'on peut donner, ça nous renforce dans l'idée que nous sommes une population, nous sommes un peuple, même si nous habitons aux quatre coins de la planète, et que nous voulons nos droits. Alors, le meilleur moyen, en tout cas le meilleur moyen que moi j'ai trouvé pour pouvoir revendiquer nos droits, c'est de mettre en place une structure d'État. C'est-à-dire de travailler à la mise en place d'une structure d'État. C'est-à-dire de sortir, en tout cas à partir même du cercle associatif, de pouvoir mettre en place une structure d'État qui, elle est là pour rester longtemps, pour vivre longtemps et travailler en permanence pour la défense des droits d'une population. Alors pourquoi on parle d'une population? Parce que, alors c'est vrai que je présente toujours votre commandant, donc j'ai l'honneur aujourd'hui, je voulais remercier la présence d'Obset, c'est-à-dire Léon Nation, qui a bien voulu donc venir. Monsieur le Président, je voulais vous remercier aussi d'être venu à notre conférence, et bien sûr à vous tous. Vous savez que je présente toujours notre commandant Léonide, qui n'est plus là, notre drapeau, quelques paysages d'Arménie occidentale. Rojava, c'est ce que les Kurdes appellent le Kurdistan occidental. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons eu un de nos combattants qui est le fils d'un de nos amis, de notre frère, M. Saleh Muslim Mohamed, qui est le chef des Kurdes de Syrie, le chef,
et qui a perdu son fils la semaine dernière. Alors, simplement, une conférence pour situer le contexte international, la guerre en Syrie, les révolutions arabes, particulièrement orientées vers les États constitués au moment de la signature du traité de Sèvres, sont la cause d'un climat de remise en question générale de la souveraineté des nations et de l'autodétermination des peuples de la région. Ni la Cilicie, ni l'Arménie occidentale ne sont exempts de l'application de leurs droits, déjà reconnus de jure par les nations en 1920. Donc, bon, il faut savoir simplement que on a eu justice, en fait. On a eu justice par le traité de Sèvres, on a eu justice par la sentence arbitrale du président Wilson, mais ces actes de justice ne sont pas appliqués jusqu'à ce jour. Et la question syrienne remet en cause la question des frontières de la région, puisque nous avons des États, qui est en particulier l'État génocidaire qui est l'État turc, qui actuellement agresse la Syrie. Donc la question de l'Arménie occidentale, c'est une question qui va revenir, et vous verrez très rapidement, vous le verrez, et je pense le mois prochain, sur, bon déjà qui est venu sur le plan international par la question de la protection des droits des peuples autochtones, mais qui va revenir sur le plan international par le biais des États qui veulent demander aujourd'hui des fonds à la Turquie. Alors l'objectif étant de présenter la question juridique du génocide des Arméniens sous l'angle d'un génocide qui perdure jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que pour nous, pour le Conseil, pour le gouvernement d'Arménie occidentale en exil, pour la future Assemblée, tant qu'un génocide n'est pas réparé, c'est un génocide qui perdure dans le temps. Et nous le savons très bien, puisque la question, par exemple, de la destruction du cimetière de Djoura fait partie d'une haine qui est entretenue jusqu'à ce jour. La question, par exemple, des massacres de Manara, ce sont des haines qui sont entretenues et donc ce sont toujours les mêmes qui sont les victimes, c'est-à-dire les Arméniens. Alors le Conseil national, l'Arménie occidentale, demande justice, restitution et réparation, ces massacres faisant partie d'un plan d'extermination systématique qui se prolonge depuis 1894. Et dans le cadre donc de ce livre, M. Louben Safrastian explique en fait comment s'organise un génocide en direction d'une population autochtone. Donc il faut savoir que, en fait, le génocide des Arméniens, le génocide turc des Arméniens, n'est pas le premier essai, en tout cas le premier génocide de l'Empire ottoman. Le premier génocide, alors, en fait, M. Louben Safrastian essaie de nous expliquer les choses comme ça. Il y a le génocide, il y a le proto-génocide ou le pré-génocide. C'est-à-dire, un génocide qui a été réfléchi, organisé mais non appliqué, c'est un proto-génocide. Un génocide qui a été réfléchi, organisé et appliqué et perpétré, c'est un génocide. Et dans notre livre, on explique par exemple que les populations bulgares étaient sur le point de se faire génocider dans les années 1876. Mais l'Empire ottoman n'a pas eu les moyens d'acter, de perpétrer. Et donc, il existait un programme, il existait une organisation décidée au plus haut de l'État, mais par faute de moyens, le génocide des Bulgares n'a pas été appliqué. Concernant le génocide des Arméniens, on retrouve ici que le génocide des Arméniens a été réfléchi, a été organisé et a reçu des moyens pour être appliqué. La question, elle est, d'où viennent les moyens? Qui a participé à financer l'Empire ottoman dans la destruction systématique des populations arméniennes?
Et donc notre livre, on se pose ces questions-là, et on essaie de trouver des réponses, parce qu'il se trouve que ce sont des États, d'autres États, en particulier des États européens, qui peut-être, sous forme indirecte, a donné les moyens à l'Empire ottoman d'utiliser des fonds pour appliquer un plan d'extermination systématique des populations arméniennes. Mais ce plan d'extermination systématique des populations arméniennes, il a commencé quand? C'est-à-dire quand la structure d'État de l'Empire ottoman a décidé d'appliquer le plan systématique d'extermination. Ben, vous le savez bien, en mettant en place les structures des régiments hamidiens pour lancer donc ces régiments sur les populations arméniennes. Là, a priori, vous allez me dire, mais nous, on sait déjà ça, Arménien. Le problème, c'est que nous, on le sait, mais nous, on ne le revendique pas. Enfin, je veux dire, la plupart des Arméniens à travers la planète ne posent pas la problématique de cette façon. Pour une simple raison. Parce que j'ai quand même posé des questions aux historiens. Ils m'ont dit, on n'a pas le temps de s'occuper de cette affaire. Alors qu'en vérité, non mais c'est une réponse d'historien, ce que je veux dire. Alors qu'en vérité, il existe largement tous les documents officiels, même dans les archives françaises, qui traitent, bien entendu, de la question du génocide perpétré par Abdulhamid II. Le génocide perpétré par Abdulhamid II qui est le sultan. Alors un sultan, qu'est-ce que c'est? Un sultan, c'est un homme politique, c'est un chef politique. Et c'est aussi un pape, un chef religieux. Il a donc les deux, on va dire, fonctions. Il est tout puissant dans l'Empire ottoman. C'est quand même quelque chose de très important. Cette puissance qu'il a, elle existe, mais il y a aussi toute sa structure d'État. Parce qu'on ne peut pas, même le sultan tout seul, ne peut pas acter l'extermination de plus de 300 000 Arméniens au couteau. Parce que là, à l'époque, il n'était pas question de déplacer les populations arméniennes, il n'était pas question de les bombarder, il n'était pas question de les, avec des produits chimiques, de les massacrer comme on a vu dans les actualités. À l'époque, ça n'existait pas. Donc il faut imaginer quand même que nos parents ont été massacrés au couteau. Ce qui peut-être fait que le nombre d'Arméniens massacrés au couteau n'est que de 300 000, soi-disant, entre guillemets. Lorsque la technologie a été beaucoup plus réfléchie, la technologie, c'est quoi? C'est le fait de dire, bon, on ne peut plus massacrer les Arméniens au couteau, on va les déplacer dans les déserts de Mésopotamie, de Syrie. Donc vous avez, les gens réfléchissent, vous voyez, donc tout ça, donc de pouvoir de dissocier la période hamidienne de la période jeune turque nous pose un problème. Parce que on voit pas comment on en est arrivé à déplacer des populations. Comment les gens ont réfléchi au déplacement de ces populations. Alors il faut savoir qu'avant d'en arriver à décider d'exterminer les Arméniens, donc la hiérarchie ottomane avait fait beaucoup de réformes. Des années 1830, c'est-à-dire des années où même la nation fidèle était la nation arménienne dans l'Empire ottoman, jusqu'aux années 1870, où là, avec le traité de San Stefano et le traité de Berlin, les Arméniens commençaient donc à obtenir des droits. L'Empire ottoman a voulu donner des droits internes aux populations, c'est-à-dire de mettre ces populations sur des droits sur un même plan d'égalité, que ce soit les populations musulmanes ou que ce soit les populations chrétiennes. Il y a eu des réformes de fait, on ne les néglige pas, mais c'est de l'existant.
Ensuite, vu que ça ne fonctionnait pas, ces réformes, et vous verrez dans le livre pourquoi, ils ont voulu fusionner les populations. C'est-à-dire que très petit, dans les écoles, ils ne séparaient plus les musulmans des chrétiens, et ils réunissaient donc ces enfants pour pouvoir justement ce qu'on appelait le mélange et la fusion, mélanger nos enfants avec les autres populations. Là aussi, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Alors, ils ont été encore plus loin. Ils ont voulu travailler sur la Constitution. Et ils ont demandé même aux Arméniens d'y participer. Et les Arméniens, bien sûr, ont participé à élaborer de nouveaux projets constitutionnels de l'Empire ottoman. Mais là aussi, le but d'assimilation des populations autochtones n'a pas fonctionné. L'idée est venue ensuite de pouvoir, au niveau politique, vous aviez d'un côté les Turcs constitutionnalistes et de l'autre côté les Arméniens libéraux, de pouvoir leur permettre de travailler ensemble pour mieux gérer les populations. Donc, ils ont donné aussi, l'Empire ottoman a donné la possibilité à des Arméniens d'accéder à des postes importants au sein de la structure d'État pour justement permettre de mieux gérer les populations autochtones. Là aussi, ça n'a pas marché. C'est le fait d'avoir politique. Alors, c'est important, ça veut dire que le génocide des Arméniens a un lien direct avec un système constitutionnel. Par exemple, pour la France. Vous savez très bien que la France, on obtient la nationalité et on devient citoyen. C'est-à-dire qu'on a les deux aspects. Par exemple, en Russie, vous gardez la nationalité arménienne, mais vous devenez citoyen russe. En Arménie aussi, c'est pareil. Mais en France, les deux sont mélangés. C'est-à-dire que nous, même si, en vérité, et quand je me regarde, je sais que je n'ai pas l'air tout à fait d'un Français, bien qu'il y en a qui vont dire « mais si, t'es Français ». En fait, j'ai la nationalité et la citoyenneté française, mais en vérité, au fond de moi-même, au fond de mon cœur, à l'intérieur de mes tripes, je ne le sens pas comme ça du tout. Je ne me sens pas comme ça. Donc, si vous voulez, alors j'ai pris mon exemple, il y en a d'autres qui peuvent prendre leur exemple. Donc, par rapport à cela, on s'aperçoit que la constitution de l'Empire ottoman était décalée par rapport aux besoins des populations autochtones. Alors ça, c'est très très important, parce que je lis cette problématique tout à fait à ce qui se passe en Syrie actuellement, entre la constitution syrienne et les mouvements de libération arabe. Mais on y reviendra peut-être tout à fait. La problématique, elle est où? C'est qu'il n'existe pas dans nos constitutions, et là on peut aussi parler de la constitution d'Arménie orientale, des mécanismes qui permettent de donner des droits aux populations autochtones. On cherche à assimiler, on cherche à désagréger, on cherche à donner des droits équitables à tout le monde, alors qu'en vérité, les populations sont différentes. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'ONU a pris en considération cette situation et donne des droits spécifiques aux populations autochtones, c'est-à-dire celles qui existaient avant les constitutions d'État. L'Empire ottoman n'a pas su, en tout cas, intégrer ces populations et a décidé de régler le problème par un plan systématique d'extermination. Quand on extermine une population comme les Arméniens, qui eux sont autochtones, c'est-à-dire qu'en vérité, tout vient d'eux. C'est-à-dire, la culture vient des Arméniens, les savoir-faire viennent des Arméniens, une très large partie de la vie de tous les jours de toutes les populations qui vivaient en Arménie occidentale et en Anatolie vient donc des Arméniens. Et on décide d'exterminer la population qui nourrit en fait
qui nourrit les populations de l'Empire ottoman. C'est un acte très grave. C'est-à-dire que c'est un acte irréversible. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on appelle le Turc, lui, bon, il a pris ce qu'il a pu prendre, mais lui-même n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en prenant des autres qu'on peut exister, c'est aussi en produisant soi-même. Sauf qu'aujourd'hui, les populations turques, elles ont puisé, on va dire, dans la marmite autant qu'elles pouvaient, et qu'elles n'ont plus rien à proposer. D'ailleurs, la Turquie n'a rien à proposer, ne propose rien pour le développement humain, pour l'avenir de l'humanité. En dehors du fait qu'elle envoie des troupes d'Al-Qaïda actuellement en direction des populations civiles et des enfants. Donc vous voyez la problématique. C'est-à-dire qu'en détruisant une population autochtone, on se coupe des racines. Alors que les États, en fait, les États recherchent des racines. Les États ont besoin des racines. Même si ce ne sont pas les leurs, s'ils peuvent voler les racines d'autres populations autochtones, elles le feront. Mais la Turquie, elle, ce qu'elle a pris, elle l'a détruit. Il y a d'autres populations qui ont utilisé les racines autochtones pour se développer et puis pour pouvoir, avoir des connaissances, une culture qui aujourd'hui est appréciée par tous. Mais ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui des populations turques, en tout cas de la Turquie, vis-à-vis des Arméniens. Pour finir ma présentation du livre, le choix de la victime dans une situation proto-génocidaire est importante. C'est comme je disais tout à l'heure, on ne s'attaque pas à n'importe qui. Les structures d'État de l'Empire ottoman ne se sont pas attaquées ni aux populations bulgares, ni aux populations arméniennes, par hasard. Elles souhaitaient donc, en fait, il y a un sentiment de convoitise. Il y a un sentiment de convoitise des autres. Donc, le but, c'était quand même de prendre, de tuer, mais de prendre ce que la victime a. Alors, bien entendu que les populations arméniennes ont énormément souffert des persécutions kurdes. Bien entendu que on va dire, les impôts étaient exorbitants. C'est-à-dire non seulement le paysan arménien ou bulgare payait ses impôts, mais en plus, on lui volait tout le reste qu'il avait. On lui volait aussi sa femme, et parfois on lui volait ses enfants pour les enrôler dans les janissaires. Donc, effectivement, le paysan bulgare, le paysan arménien, le paysan autochtone, celui qui l'a depuis toujours, il a énormément souffert. Mais ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que ça n'a pas suffi de lui voler ses biens, il fallait lui voler sa terre. Et c'est la terre qui a été volée. C'est la terre des Arméniens. Celle qui a toujours été le berceau du peuple arménien. Là-dessus, donc, on a fait des comparatifs quand même, entre le génocide, le proto-génocide des Bulgares, le génocide des Arméniens, les différents cycles de génocide entre les Hamidiés, les jeunes Turcs, les Kémalistes. Mais il faut savoir une chose. Un génocide, tant qu'il n'est pas réparé, il se poursuit. Si on dit, et nous on présente les choses de cette façon, on dit, alors, le peuple arménien a été victime d'un crime de génocide de 1894 à 1923, perpétré par les gouvernements successifs turcs en Arménie occidentale. Cette phrase n'existait pas il y a 10 ans avant. Il y a 10 ans, nous les Arméniens de la planète, on ne savait pas en une phrase expliquer notre histoire. Mais aujourd'hui, je vous le dis, 1923, c'est par rapport à ce qui s'est passé sur l'Arménie occidentale.
Mais le génocide se perpétue aujourd'hui au Nakhitchevan, et demain, si les troupes d'Al-Qaïda sont lancées sur le Kharabakh, ce génocide se perpétuera de la même façon au Kharabakh, sinon on ne résiste pas. Donc il faut comprendre qu'un génocide, tant qu'il n'est pas réparé totalement, eh bien, c'est un crime qui va se poursuivre, ou qui peut se poursuivre. D'un autre côté, il faut savoir aussi une chose. Et là, j'insiste parce que je vis le problème par rapport aux populations kurdes, particulièrement. Je rappelle qu'un génocide, c'est un crime d'État. Il n'est nullement question pour nous de mettre en cause les populations, aussi barbares qu'elles aient été. Elles nous ont spolié, les populations aussi. Elles ont participé au crime de génocide. On le sait, on sait tout. On connaît les dates, les détails, on sait tout. Mais on met en cause la responsabilité directe, la culpabilité directe de l'État et la responsabilité, tout à l'heure je vous l'ai dit, des autres États qui ont donné les moyens financiers, matériels, d'exécuter les populations arméniennes. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce livre. Et on va retrouver des choses extraordinaires. C'est-à-dire là, par exemple, sur cette couverture, vous avez l'ordre de déportation, la loi sur l'ordre de déportation. C'est-à-dire que même les Juifs n'ont pas de documents comme ça pour pouvoir justement justifier des actes d'État. Mais nous les avons. C'est-à-dire que nous, on vous dit, souvent on vous dit, mais le génocide, il n'y a pas eu un procès international. Bon, on met de côté donc tout de suite la question du procès des jeunes Turcs. Mais nous, tout est acté. Ça, ce sont des documents qui ne sont pas inventés, ce sont des documents directement qui viennent des archives ottomanes. Donc tout est acté. C'est-à-dire nous n'avons pas à faire de commission spéciale arméno-turque pour pouvoir acter des documents qui existent ou pour pouvoir justifier s'il y a eu un génocide ou s'il n'y a pas eu de génocide. Si nous devons faire une commission, c'est une commission interne telle que l'on l'a faite par rapport au génocide, pour pouvoir justement mettre au domaine public, parce que c'est notre souhait, mettre au domaine public tous ces documents qui sont les originaux. La problématique pour nous, c'est de maintenir une pression constante. Et derrière, de faire valoir des droits devant des instances internationales. Cette pression, elle est maintenue par quel biais? Par le fait que nos populations ont devant elles des documents qui prouvent que l'acte de génocide est un acte organisé, systématiquement planifié. Une autre photo extraordinaire, c'est la photo du premier monument en direction des victimes du génocide qui se trouve au bord du lac de Van, 1897. C'est-à-dire qu'à l'époque, les victimes massacrées à Van ont fait l'objet d'un monument. Je veux dire, il existe des réalités, en tout cas il existe des faits. Ces faits-là, on a les documents, on a les preuves, on a les témoignages. Ce n'est pas à nous, Arméniens, de changer, en tout cas de mettre ça de côté, ou d'essayer d'arranger cela, ou d'essayer de dire non, mais c'était que des massacres à Abdulhamid. C'était pas un plan systématique d'État. C'est Abdulhamid tout seul. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que si on dit ça, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé par rapport au génocide perpétré par les jeunes Turcs. C'est-à-dire que si nous-mêmes on nie
Négation, ça veut dire banalisation, ça veut dire voiler la vérité, etc. Si on nie les Arméniens, s'ils mettent de côté ce qui s'est passé en 1894 jusqu'en 1909, parce que ça s'est pas arrêté en 1896, hein, eh bien nous ne comprendrons jamais la vérité du plan d'extermination des Arméniens des jeunes Turcs. Tout est lié. Et nous ne comprendrons jamais comment se fait-il que Mustafa Kemal, en 1937 et en 1938, a massacré les Arméniens particulièrement de la région de Dersim. Arméniens et Alévis. Donc, notre message, et le message de maître Louben Safrastian, maître aussi, puisque Louben Safrastian, en 2 mots, je vais vous lire sa biographie. Donc, c'est un professeur et docteur Louben Safrastian, directeur de l'Institut des études orientales de l'Académie nationale arménienne des sciences, qui en 2010 fut élu membre correspondant de l'Académie nationale arménienne des sciences. Ses domaines de spécialisation incluent le turc, l'ottoman, les génocides et les études régionales. Louben Safrastian a fondé un éditorial de périodique académique, ainsi qu'un éditorial de l'annuaire de l'Académie. Durant ces dernières années, il reçut l'Humboldt en Allemagne, le Fulbright aux États-Unis et l'International Policy en Hongrie en tant que responsable de recherche et d'enseignement universitaire dans les universités de Bochum, Berkeley et Budapest. Donc, c'est une personnalité qu'on peut retrouver aussi sur Internet, qui réagit beaucoup par rapport aux événements d'actualité. Et c'est le seul historien qui, en Arménie, particulièrement, mais à l'extérieur de l'Arménie, on en trouve très peu, donc c'est le seul historien qui met en avant l'autochtonie des populations arméniennes par rapport au génocide des Arméniens. Voilà, je voulais donc vous remercier de votre patience, et si vous avez donc des questions à me poser dans ce domaine, je laisse place à la discussion de milieu. Ensuite, je transmettrai la parole à Maître Vitroy. Donc, dans ce travail, j'ai réalisé la traduction autant que je pouvais. Hein. J'ai mis en place plusieurs documents. En particulier, j'ai mis une carte des massacres hamidiens, qui est une carte d'époque. C'est-à-dire que vous retrouverez dans ce dossier aussi des documents d'époque. Mais il faut savoir que je vais rappeler quand même la déclaration de la Triple Entente du 24 mai 1915. Parce qu'il faut savoir que cette déclaration aura des conséquences très rapidement. Très très rapidement. Donc c'est une déclaration de la Triple Entente. C'est-à-dire que la Triple Entente, c'est 3 États, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, qui dans leur déclaration, tiennent pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie. Alors, j'insiste sur cette phrase parce que Jean-Baptiste Racine, un éminent aussi historien, avait fait une étude justement sur la question des Arméniens, et il disait, mais non, mais c'est en Anatolie. Je disais, mais monsieur Racine, pourquoi vous changez la vérité, l'acte? Mais c'est marqué en Arménie, et je lui ai montré le document. Il disait, mais non, c'est marqué en Anatolie. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a un problème quand même, hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire la vérité. Et on veut encore arranger les angles, on ne veut pas dévoiler les choses telles qu'elles sont. Eh bien nous, c'est notre différence. Et on dévoile les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à changer. Alors, si c'était marqué en Anatolie, sur le document, j'aurais lu en Anatolie. Puis point barre, terminé. Et c'est marqué en Arménie. Alors, je vous dis ça parce que 3 États qui précisent comme quoi c'est marqué en Arménie, ça s'appelle une reconnaissance.
Enfin, je vous le dis entre parenthèses. 24 mai 1915, depuis un mois environ, la population kurde et turque de l'Arménie procède de connivence et souvent avec l'aide des autorités ottomanes à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril à Erzurum, Derchum, Egin, Agen, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeytoun et dans toute la Cilicie. Les habitants d'une centaine de villages aux environs de Van ont été tous assassinés. Tiens, et on voit le monument. Dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, le mot génocide n'existait pas. D'ailleurs, le mot génocide n'existait pas non plus pendant le génocide des Juifs. Les gouvernements alliés font savoir publiquement à la sublime porte qu'ils tiendront personnellement responsables des dits crimes tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. C'est la première fois que la France reconnaît le génocide des Arméniens, la Russie et l'Angleterre. La Russie s'est maintenue. La Russie a reconnu le génocide des Arméniens à 3 reprises, 94, 95 et 2005. De la même façon. Comme quoi il y a eu un génocide des Arméniens de 1915 à 1922, donc eux-mêmes ne prennent pas en compte la paix davidienne, en Arménie occidentale. C'est-à-dire que, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous devez savoir quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais que vraiment je dois vous apprendre. L'Arménie occidentale, comme État, parce que souvent j'entends des choses, mais ça n'a jamais été reconnu comme un État. Je ne comprends pas. Alors j'ai repris mes archives. L'Arménie occidentale comme État a été reconnue par la Russie en janvier, le 13 janvier 1918. L'indépendance de l'Arménie occidentale, et vous avez un article, bien entendu, officiel dans la Pravda, et vous avez aussi le même article dans l'Humanité. Votre pays, d'où vous venez, il a été reconnu comme État le 13 janvier 1918, bien avant Maïske Sameout. La République arménienne de Tiflis, enfin je ne sais pas, parce que le gouvernement était à Tiflis, mais la République arménienne est ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à des actes internationaux très importants et que nous, votre Conseil national, on est dans l'obligation de les mettre devant les États. Sachez quand même que la Russie est aujourd'hui héritière de l'Union soviétique et héritière de la Russie soviétique. Et elle-même s'affirme comme cela. Et elle a payé pour ça. Au moment de la perestroïka. Elle a payé. Les dettes soviétiques ont été prises en charge par la Fédération de Russie. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous tous, on est aussi en droit de demander à la Russie de reconnaître notre gouvernement. C'est notre droit. Donc ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place, d'ailleurs, puisque c'est lié quand même à la situation avec la guerre en Syrie.